Bonjour et bienvenue dans Serviette, les épisodes bonus du podcast Torchon. Dans chaque épisode de Serviette, nous lisons des livres qui ne font pas l'actualité pour que vous ayez à le faire. Grâce à Serviette, vous trouverez la motivation pour lire les chefs-d'œuvre de la littérature avec un grand L, ou alors vous pourrez faire illusion et parler de ces monuments de la culture sans même les avoir lus. Je suis Léa et aujourd'hui je suis entourée de Martin. Hello à tous. Louis. Hello. Et Marc. Bonjour à tous. Et nous allons parler aujourd'hui de La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Alors, pour nous présenter tous, je vais commencer par dire ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes ni profs, ni chercheurs en littérature. Nous sommes avant tout des lecteurs de Proust. Et c'est à peu près tout. L'idée aujourd'hui, c'est pas de donner un cours ou une introduction à l'œuvre de notre cher Marcel, mais d'en parler avec plaisir et donc de papoter. Pour l'occasion, on est dans un studio de podcast et l'idée de papoter avec plaisir avec trois potes, alors que bon, on est dans un moment un peu contraint, on va y arriver, mais il y aura forcément beaucoup d'approximations, beaucoup de choses qui seront peut-être fausses, des fake news sur Marcel Proust, mais bon, moi j'assume, j'espère que vous assumerez aussi. Et lire Proust, bravo à nous. C'est déjà beaucoup. On fait partie d'un petit club. Marcel Proust, de 1907 et jusqu'à sa mort en 1922, va écrire une œuvre qui est massive, 7 tomes. Certains tomes seront publiés après sa mort, donc après 1922. Et l'édition bouquin, en un seul tome, fait 2400 pages. Et est-ce que autour de la table, vous les avez vraiment bien lus, ces 2400 pages ? Plutôt oui, d'autant plus que je suis en train de terminer la deuxième lecture. Ça y est, il pose le game. Ouais. Non seulement tu l'as lu, la recherche, mais tu l'as relu. Et toi, Martin ? Moi, je l'ai lu il y a une douzaine d'années maintenant, sur des supports très divers. C'est une lecture qui s'est faite très rapidement, en 2-3 mois, qui s'est fait sur des folios, sur des Pléiades, sur des écrans de téléphone pendant des concerts de festivals, vraiment à des moments inattendus parfois. Mais quel festival est tellement nul que tu lis la recherche à la place ? Ça devait être un rappeur au Cabaret Vert à Charleville-Mézières. D'accord, c'est je pense le truc le plus snob que j'ai jamais entendu de ma vie. J'assume. Et toi, Louis ? Alors moi, je l'avais commencé dans un voyage il y a très longtemps, mais j'avais que le tome 1. Et donc après, je l'ai jamais relu pendant longtemps. Et j'ai eu la joie qu'ont connu quelques Français d'être mis au chômage partiel pendant le confinement. Donc c'est à ce moment-là que je les ai lus. Donc c'était une lecture de Covid. C'était une bonne lecture de Covid et ça permettait de faire passer le temps. Donc c'était plutôt agréable. C'est vrai que si t'as du temps à tuer, la recherche, c'est pas mal. Tu les as lus d'une traite ou... Je les ai lus d'une traite, ouais. Ouais, je les ai lus d'une traite sans interruption, je pense. J'ai eu 6 semaines de chômage partiel, je crois, ou 7. Et je les ai lus à ce moment-là. Mais moi, j'avais commencé par lire un amour de Swann, qui est un petit bout, un chapitre en fait du côté de chez Swann, parce que mon père m'avait dit que c'était une bonne initiation non seulement à Proust, mais aussi à l'amour, parce que il l'avait lu au même âge, c'est-à-dire à 17 ans que quand j'avais moi-même 17 ans, et il m'avait dit c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'amour c'était pas quelque chose de très simple. Donc j'ai commencé par ça. Ensuite, je pense que j'ai dû lire les 2 premiers tomes et je me suis retrouvée en cube avec en programme de lettres modernes, La prisonnière. Donc j'ai dû faire une sorte de fast-forward, arriver à La prisonnière. Je crois que j'ai lu La prisonnière, mais vraiment avec énormément de difficultés parce qu'on reviendra, c'est pas le tome le plus simple. Et ensuite, je me suis dit, quitte à avoir lu 3 tomes sur 7, je vais tous les lire. Et je les ai lus de manière très, très, très éparse. Là, je suis en train de relire Le temps retrouvé, qui est le dernier tome. Et je suis pas sûre de l'avoir lu vraiment parce que je ne m'en souviens pas du tout. Du tout. Donc, j'ai l'impression que j'ai dû les lire... j'ai dû lire le temps retrouvé en mode, j'ai juste envie de prouver aux gens que je l'ai lu en entier, mais j'ai dû passer beaucoup de passages, quoi. La honte. Peut-être qu'à ce stade, pour nos auditeurs qui ne sont pas du tout familiers de La recherche du temps perdu, il faudrait faire un petit résumé de quels sont les titres des bouquins au moins, des 7 tomes. Alors donc oui, en effet, La recherche du temps perdu, c'est 7 tomes qui suit la vie d'un narrateur qui n'est pas Marcel Proust, c'est très important, de son enfance. Donc dans son enfance, c'est plutôt du côté de chez Swann, et puis aussi à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Ensuite, il y a un peu son ascension sociale, je dirais, avec du côté de Guermantes, et puis Sodome et Gomorrhe, qui est 1 ou 2 tomes selon... je crois qu'on considère que c'est un seul tome. Oui. Ouais. Sauf en folio. Qui parle à la fois de la société mondaine parisienne, mais aussi de quelque chose qui est un thème très important de la recherche, qui est l'homosexualité, notamment l'homosexualité de Charles, qui est l'un des personnages. Et ensuite, il y a vraiment la partie peut-être la plus ardue, à mon avis,
La prisonnière Albertine disparue, qui est sur l'histoire d'amour entre le narrateur et Albertine, qui finit par disparaître. Et enfin, Le temps retrouvé, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, en fait. Ouais. Et pas après. Je sais pas pourquoi j'ai été persuadée que c'était après. La recherche du temps perdu, c'est un côté assez cyclique, c'est-à-dire que à la fin de la recherche, on apprend qu'il a fait ce désir d'écrire la recherche, et donc en fait, on est censé recommencer. La recherche du temps perdu est une œuvre pour expliquer l'élan créatif de Marcel Proust, en fait. Donc c'est une œuvre qui est assez opaque et difficile à lire, et donc ma question serait, comment vous vous êtes motivé à lire une telle œuvre? Alors, pour Louis, c'était le temps à perdre. Ouais. Ce qui est vrai, et c'est ça, je trouvais qui était bien de le faire dans un moment où on peut vraiment s'y consacrer. C'est comme il y a une petite musique qui continue pendant toute l'œuvre. Une fois qu'on est rentré dedans, c'est assez facile, entre guillemets, et agréable de continuer. Alors que à la lecture des premières pages, peut-être que ça peut faire un petit peu peur. Une fois que le rythme est pris et on arrive à lire la manière dont c'est écrit, c'est très agréable à continuer. Après, c'est quand même une lecture qui nécessite un peu de concentration. Lire entre midi et 2 ou dans le métro le matin, c'est pas forcément évident. Donc ça nécessite d'être dans de plutôt bonnes conditions, ce que je suppose que tu avais pendant le Covid. Mais il y a quand même, au-delà de l'aspect monumental, il y a quand même une caractéristique de l'œuvre de Marcel Proust qui rend la lecture plus facile, c'est que c'est quand même assez drôle. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont attachants, qui sont amusants. Le narrateur, pour décrire les situations, utilise des métaphores qui sont parfois hilarantes, et donc ça fait de cette lecture quelque chose qui est vraiment plaisant. Il y a un côté un peu potin. Moi, c'est un peu la partie que je préfère de la recherche. C'est le côté, il y a la princesse de Trucmuche qui a dit ça, et puis il y a le marquis de Trucmuche. Jusqu'au moment où ça devient un peu chiant, ça, quand même. Parce qu'à la 22e comtesse, qu'il y a ces histoires de machin où tu comprends même pas qui est qui. Moi, à la fin, les dîners mondains, je trouvais ça un peu fatigant parfois. Ouais, surtout que moi, pendant assez longtemps, j'ai confondu la princesse de Guermantes et la duchesse de Guermantes. Donc, Honte à toi. Et toi, Martin, comment tu t'es motivé à lire ça? C'était un contexte assez particulier. J'étais jeune hippocagneux à l'époque, et venant de mes Ardennes natales où j'avais pas lu beaucoup de classiques, je me retrouvais un peu confronté à mon manque de culture classique dans une classe où tout le monde était quand même assez capé dans le domaine. Donc l'idée, ça a été, le prof, on avait parlé, notre prof de l'époque nous avait fait analyser quelques extraits, et je m'étais dit clairement, il en parle tellement, et comme c'est des exemples qui reviennent énormément dans tous les ouvrages critiques, tous les jeunettes ne parlent que de Proust finalement. Je me suis dit que c'était un bon investissement à faire, entre guillemets, de se taper la recherche. Voilà, au départ, c'était l'idée. Est-ce que c'était presque un défi? Au début, c'était vraiment un défi, et pour lire Combray, c'était vraiment un défi. J'ai vraiment galéré sur Combray. J'ai bien passé un mois et demi sur Combray, et tout le reste a suivi après. Après, je me suis vraiment pris au jeu, et c'était parti. Moi aussi, j'ai vécu ça un peu comme un défi / une sorte de pression qui venait de tous les côtés. Parce que, pour la petite histoire, Pierre, avec qui j'ai fait quelques épisodes, mais qui n'est pas là aujourd'hui, avait lu toute la recherche, je crois, quand on était en terminale. Il a fait un été Dostoïevski, un été Proust. Et donc, voilà. Mais Pierre va très bien à part ça. C'est quasiment France Culture. Ouais, un non été mais avec Proust. c'est ça. Et donc il y avait lui, il y avait toi, tu lisais Proust, donc il y avait aussi toi. Et, Marc, toi tu l'as lu à quel moment Je l'ai lu entre la terminale et avant d'entrer en prépa. Ouais, c'est ça. Et donc j'étais entourée, plus mon daron, et ce qui fait que j'étais entourée d'hommes qui l'avaient lu, et donc je pense que j'ai pas pu y échapper. C'était vraiment un peu par pression du groupe. Je suis quand même contente de l'avoir fait, hein, mais c'est frappant de voir à quel point c'est une œuvre qui est aussi très socialement... C'est niche quand même. Hein. Ouais, Quelle chance, Léa, d'avoir connu ces pressions du groupe. Alors que Martin, ses potes le forçaient à fumer des joints devant des concerts de Booba. Il était genre, non, je veux le lire, ça Sodome et Gomorrhe. Socialement, oui, c'est quand même très situé, mais en prépa, on en entend tellement parler. Ouais, on n'y échappe pas. C'est vraiment terrible. Soit on se dit, ok, je suis d'accord avec le fait d'être un imposteur dans toutes mes dissertes et toutes mes colles pendant 2 à 3 ans, soit on s'y met, quoi. L'une des raisons pour laquelle j'ai organisé cet épisode, c'est que quand Télérama a donné 3T à ce podcast, Torchon, ma grand-mère m'a appelée, donc déjà elle a compris ce que je faisais enfin, et elle m'a dit que je devrais faire un épisode sur la recherche qui est au fond pour elle un peu un torchon, mais pour elle, la recherche du temps perdu, c'est un torchon parce que elle l'a lu et elle a détesté, et je pense que l'une des raisons pour lesquelles elle a détesté, entre autres, c'est justement un peu la pression pour faire tes preuves en tant que grande lectrice, tu dois passer par la recherche
Tu te sens perdu. Donc, je dois avouer que ce devoir de lire la recherche pour être un vrai lecteur, et je mets des guillemets, ce qui est un peu absurde quand on est en podcast, c'est quand même quelque chose que moi, j'ai vu un peu... C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans un livre de Laure Murat qui s'appelle Relire. On va sans doute parler d'un autre livre de Laure Murat spécifiquement sur Proust, mais là, en l'occurrence, le livre Relire, elle interviewe un certain nombre de personnes, une vingtaine d'auteurs, de philosophes français contemporains sur leur rapport à la relecture. Et il y a une question dédiée à et la recherche, comment est-ce que vous relisez la recherche. Donc ça montre à quel point pour ces cercles un peu d'intelligentsia, c'est un passage obligé. Ça me fait penser à un entretien d'embauche super flippant que j'avais eu. J'ai toujours mis dans mon CV amateur de Proust. Je sais plus comment je le mettais. Ça, c'est bizarre déjà. Voilà, déjà, tu avais raconté quel était ton tome préféré à l'époque? Ça attire souvent des questions assez marrantes en entretien. Mais ce jour-là, la personne en face de moi m'a dit, alors moi, j'ai jamais lu La Recherche en entier, mais un seul tome que je relis tous les 5 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce malade? Et c'était quel tome, à votre avis? La prisonnière. La prisonnière. La recherche du temps perdu, le premier tome le deuxième tome, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, remporte le Goncourt en 1919, ce qui est un choc et un peu un scandale parce qu'il gagne contre Les Croix de bois de Dorgelès, qui est un livre sur la Première Guerre mondiale. Donc, le Goncourt de 1919, qui devrait forcément revenir à un auteur soldat de la Première Guerre mondiale, perd par rapport à des histoires de nénettes en Normandie. Bref, la recherche, il y a quand même ce truc un peu important qui est que c'est loin des considérations de la guerre, mais c'est aussi un peu loin. Enfin, c'est un côté très éthéré en première vision. Ouais, après, en faisant une lecture effective de la recherche, on se rend compte que c'est quand même bien ancré dans son époque, par exemple, et notamment de manière politique. Par exemple, il y a une des grandes thématiques de la recherche, c'est l'influence de l'affaire Dreyfus sur la société d'avant la Première Guerre mondiale, et c'est quand même assez puissant comme thème dans la recherche, et de même aussi sur l'homosexualité. Ça fait que c'est un livre qui est quand même bien enraciné et pas du tout éthéré. En effet, il y a énormément de thèmes dans la recherche, tout simplement parce que c'est assez massif quand même. Il y a quand même une réflexion sociale sur les classes. Il y a l'homosexualité. Il y a être juif dans la société, dans la grande bourgeoisie et dans l'aristocratie. Il y a vraiment énormément de thèmes. Il y a même la maladie avec le problème de l'asthme. Il y a la mort avec la mort de la grand-mère. Il y a l'art aussi. Il y a l'art. Puis il y a sans doute la vision la plus triste sur l'amour qui existe. C'est pour ça que ton père doit pas être très fréquentable. Moi, je la trouve passionnante. Ça a guidé mes élans amoureux pendant des années. T'es un malade mental. Bon, alors, parlons d'amour, parce que c'est l'un des grands thèmes de la recherche. La raison pour laquelle on est un peu en train de rire d'un air entendu, c'est que l'amour chez Proust, c'est quelque chose d'assez obsessionnel, d'assez jaloux. C'est-à-dire que être amoureux, c'est finalement être jaloux. Et il y a un côté extrêmement angoissant, je trouve, quand on est une femme et qu'on lit La Prisonnière, parce qu'on se dit, ouh là là, si un homme tombe amoureux de toi, il va vouloir t'enfermer chez lui et tu vas pas pouvoir sortir de chez lui et ça va être un grand moment d'enfermement. Et là, il y a Martin qui me dit c'est mon livre préféré, et ça fait un peu peur à tout le monde. Allez, accusez Martin à la barre. Je sais pas comment je peux rebondir après une telle accusation. Non, mais effectivement, alors je l'ai lu à un moment de mon histoire personnelle qui était assez particulier. Je me remettais difficilement d'une histoire d'amour déçue, et donc c'était où la jalousie était très présente. Donc c'était effectivement un moyen de prendre du recul par rapport à ça, d'un point de vue vraiment personnel. Et c'est je dirais ce qui a marqué ma première lecture de La Recherche du temps perdu. C'est vraiment cette thématique de l'amour, et ce qui m'a mené à lire après des essais sur l'amour chez Proust, notamment un très bon essai de Nicolas Grimaldi qui s'appelle Essai sur la jalousie, l'enfer proustien, tout un programme. En effet, on peut parler d'enfer, c'est infernal quand même. C'est ça. Moi, la manière dont je le lis maintenant, c'est que dans la recherche, donc l'amoureuse, l'amante, enfin la fiancée, à un moment ils sont fiancés, c'est Albertine. Et un truc qu'on retrouve à la fois dans la relation entre Albertine et le narrateur, mais aussi entre Odette et Swann, qui est un peu une préfiguration de Albertine et le narrateur, c'est une composante de travail du sexe, je dirais, qui est quand même assez importante, qui est que la raison pour laquelle Albertine et Odette sont à la fois odieuses avec les hommes, mais en même temps elles ne peuvent pas s'en aller, et les hommes ont du mal à les laisser partir, bref. Cet enfer, c'est l'enfer de femmes qui, pour vivre et pour survivre,
sont un peu à la merci de la gentillesse de Swan ou du narrateur, quoi. Parce qu'elles sont pauvres. Parce qu'elles sont pauvres, parce que alors Odette, c'est une courtisane, c'est une demi-mondaine, quoi. Puis c'est explicite que c'est une cocotte. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, il y a un Et moment... Albertine, c'est une orpheline. C'est ça. L'enfermement, et c'est un enfermement quasiment économique, c'est-à-dire que le narrateur, à un moment, lui achète plein de robes et tout ça, et tu te dis, bah ouais, mais t'es une meuf orpheline, t'as aucun moyen de gagner ta vie de manière réelle, et donc à part faire des métiers d'ouvrière. Et donc en fait, moi j'ai toujours vu cette image de l'amour comme l'impossibilité de l'amour dans une société avec une inégalité flagrante des femmes, où les femmes, si elles veulent s'élever socialement, doivent faire du travail du sexe, quoi. Avec une question aussi qui est très prégnante de l'exclusivité dans ce travail. Exclusivité qui est double, je dirais. Exclusivité vis-à-vis d'un homme, mais aussi vis-à-vis des hommes en général, parce que toutes les questions qui se posent sur l'homosexualité supposée d'Albertine ou d'Odette sont également très, très prégnantes. Oui, et puis Odette, il y a ce côté où elle a un peu besoin d'avoir plusieurs amants pour un peu ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tu vois. Il faut diversifier le risque. Voilà, tu vois, ce qu'elle fait, Odette, c'est qu'elle diversifie le risque. Et à la fin, quand Swan l'épouse, c'est cool pour elle, parce que enfin, elle peut échapper à ce système de risque lié à ce que les hommes l'aiment ou pas, quoi. C'était mon point de vue sur l'amour chez Proust, qui est finalement très, très lié à la question de la prostitution, en fait, tout simplement. Mais donc ça c'est du point de vue des femmes, et ce qui est étonnant, je trouve, du point de vue des hommes, c'est que on a l'impression que pour qu'un homme soit amoureux, il doit être de plus en plus jaloux. Et c'est comme s'il y avait une corrélation entre les deux. Et il y a aucun exemple, en fait, je trouve, dans la recherche d'amour qui soit des amours heureux et généreux quand même. Oui, et même les amours homosexuels. Alors entre femmes c'est différent, mais entre hommes, t'as l'impression que t'as quand même un rapport de domination. Ouais, une dépendance très forte. Charlus, et une sorte de domination, mais dans les deux sens. T'as d'un côté une domination financière et de puissance sociale, mais de l'autre côté, les mecs que se tape Charlus lui rendent bien une certaine forme de domination, peut-être d'ordre plus sexuel. Et peut-être un thème qui est corollaire, c'est le thème de la folie, je trouve, chez Proust. Et je trouve que là où ça se manifeste le plus, c'est quand le narrateur, justement, c'est dont Albertine disparue, donc sa maîtresse ou sa fiancée meurt. Et là, ce que disait Martin, le mec essaie de retrouver tous les gens qui l'ont croisé dans son enfance ou dans sa jeunesse pour essayer de comprendre si elle était ou pas homosexuelle par ailleurs. Et donc là, c'est vraiment, je sais pas, de la paranoïa totale. Ça donne à la fois des scènes très drôles et en même temps, je sais pas, il y a une forme de folie qui s'exprime pendant toute cette partie-là. Ouais, c'est une folie qui est assez inquiétante et assez répétitive aussi, il faut le dire. C'est pour ça que le tome, et quand on parlait de un peu le tunnel, la prisonnière Albertine disparue, c'est parce que on a ces narrateurs qui ressassent, qui tournent autour des mêmes idées pendant des pages et des pages, ce qui a un effet qui peut être un peu lassant au bout d'un moment. Un des grands projets de Proust dans la recherche du temps perdu, c'est de d'exprimer des vérités générales, d'exprimer des vérités psychologiques sur l'être humain en société. Et le fait qu'il décrive son expérience de la jalousie, son expérience de l'amour comme une vérité générale, c'est ça qui crée un peu le malaise, parce que on a beaucoup de mal à s'identifier à ce qu'il nous décrit lorsqu'il décrit ses relations amoureuses. Moi, je trouvais pas ça gênant du tout, et vraiment les premières phrases de Albertine disparue sont super frappantes, et moi je trouve qu'on peut s'identifier énormément. Mademoiselle Albertine est partie. Comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie. Il y a un instant, en train de m'analyser, j'avais cru que cette séparation sans s'être revue était justement ce que je désirais. Et comparant la médiocrité des plaisirs que me donnait Albertine à la richesse des désirs qu'elle me privait de réaliser, je m'étais trouvé subtil. J'avais conclu que je ne voulais plus la voir, que je ne l'aimais plus. Mais ces mots, Mademoiselle Albertine est partie, venaient de produire dans mon cœur une souffrance telle que je ne pourrais pas y résister plus longtemps. Ainsi, ce que j'avais cru n'être rien pour moi, c'était tout simplement toute ma vie, comme on s'ignore. Voilà, et là, c'est absolument bouleversant, cette entrée dans la psychologie du personnage, où c'est l'expérience de la perte qui est vraiment à son paroxysme. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui, pour vous, résonnent particulièrement ? Moi, il y a un thème qui résonne avec moi, qui est plutôt porté par le premier tome. C'est autour de l'enfance, de la perception qu'on a de l'univers familial quand on est enfant, puisque il se souvient de ses années à Combray, de sa grand-mère, de son grand-père aussi, de ses tantes qui ont des manies un peu ridicules et qui sont
qui sont décrites avec beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse aussi. Et ça, c'est vraiment un thème de la recherche du temps perdu qui me plaît beaucoup. Et Louis, est-ce que tu as un thème que tu préfères dans la recherche? J'avais quand même beaucoup aimé tout ce thème justement autour de l'homosexualité et tous les passages sur Charlus, qui je trouvais un des personnages à la fois les plus grotesques et en même temps les plus émouvants de la littérature. Enfin, c'est vraiment un thème que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime beaucoup Charlus. C'est un peu mon personnage préféré. Ouais, il ressemble un peu à un gros clown triste. Et je sais pas si vous aviez vu au théâtre, ça avait été mis en scène à la Comédie Française il y a 2-3 ans peut-être. Et il était joué mais magnifiquement bien par je me souviens plus du nom de l'acteur qui le jouait. Mais voilà, comme un gros clown triste. Est-ce que c'était une adaptation de Christophe Honoré, je crois? Ouais, je crois que c'est ça exactement. Qui adaptait le côté de Guermantes. Exactement. Ouais, c'est ça. Ce que j'aime beaucoup à propos de Charlus, c'est une sorte d'évolution très très lente dans la recherche, où au début il paraît être totalement en pleine maîtrise de ce qui apparaît, et petit à petit il y a une sorte de déballage et c'est un thème qui revient beaucoup dans les personnages de la recherche. T'as ça, et puis t'as Swan aussi quand il tombe malade et qui revient à la tribu. Ça, c'est aussi un autre thème qui moi m'est cher. Je pense que le lien le parallèle qu'il fait entre l'homosexualité et la judéité comme quelque chose où tu y reviens de manière quasiment animale. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi chez Charlus, c'est le fait qu'il est particulièrement féroce et il est particulièrement énervé contre les hommes homosexuels qui n'arrivent pas à cacher leur part de féminité, comme lui arrive à le faire assez bien au début du roman, où il est très en maîtrise, et donc il est particulièrement méchant avec les gens qui ne font pas le même effort que lui. Et je trouve que au quotidien, c'est quelque chose qui se voit pas mal si on extrapole cette histoire d'homosexualité, c'est que à quel point souvent on est agacé ou on est énervé vis-à-vis des gens qui ont des défauts contre lesquels nous-mêmes on se bat. Et puis ça crée aussi des scènes avec des quiproquos qui sont incroyables. Ça doit être dans le côté de Guermantes, du coup, où le narrateur croit avoir commis un impair envers Charlus, et en fait c'est tout simplement que Charlus lui faisait une invitation pour qu'il se passe davantage de choses. Le narrateur le comprend pas, et donc d'un coup Charlus monte sur ses grands chevaux comme ça, le traite de jeune impertinent, pardon, et ça crée vraiment des situations qui sont très drôles dans la recherche. Mais c'est le ciment même de la recherche, je trouve, ce décalage entre ce que le narrateur comprend de la situation sociale et ce qu'elle est vraiment. Et finalement, il y a un nombre incalculable de scènes qui reposent là-dessus, qui a un ressort narratif très fort et un ressort comique également. Ce qui est assez lié au personnage de Charlus, et une impression que j'ai eue à la relecture, c'est que à la fois Proust, il est très précis et très fin pour analyser certaines situations qu'il analyse avec beaucoup de drôlerie, beaucoup de finesse. Et à la fois, il y a également des angles morts, au contraire, des aspects qu'il ne veut pas du tout évoquer explicitement. Et donc, on a un contraste et une tension très grande dans l'œuvre entre ce qui est mis sous les feux des projecteurs et ce qui, au contraire, est complètement masqué. Et je trouve que, notamment à la fin du côté de Guermantes, c'est le moment où Charlus, ça devient de plus en plus évident, en effet, qu'il est homosexuel, mais c'est pas encore explicité, parce que ça va venir juste après dans Sodome et Gomorrhe. Et ça donne lieu à des scènes qui sont presque incompréhensibles, tellement on a l'impression qu'il y a un courant souterrain de choses qui veulent s'exprimer, mais qui ne peuvent pas être dites directement, explicitement, et donc qui s'expriment par des situations bizarres, par des quiproquos, des malentendus, etc. Et je trouve qu'à la fin de Albertine disparue, on retrouve à nouveau ce décalage bizarre entre les situations qui sont racontées, et on a l'impression qu'il veut en fait nous dire autre chose, mais qu'il peut pas. Et on se dit, mais c'est pas possible, il voulait nous dire autre chose, et il en est empêché. Et cette situation-là est un peu comme un lapsus qui nous montre autre chose, mais sans pouvoir le dire. Je pense que c'est un peu l'une des raisons pour laquelle Proust, c'est pas uniquement une œuvre qui est en soi assez gigantesque, mais c'est aussi toute la littérature autour de Proust. Parce que comme on est dans une entreprise un peu de traduction ou de déchiffrage, parce que il veut pas tout nous dire, donc on essaye de trouver un peu la réalité derrière, et on se retrouve avec un tas de livres sur Proust. Par exemple, moi l'année dernière, j'avais lu de Laure Murat Proust, roman familial, que j'avais vraiment adoré.
Et donc une question que je pourrais vous poser, c'est qu'avez-vous lu comme livre à propos de Proust et surtout comment expliquez-vous cette abondance de littérature autour de Proust, une abondance qui, il me semble, ne connaît pas d'équivalent pour d'autres auteurs français. Moi, il y a un livre que j'ai lu. En fait, j'avais vu une conférence de l'auteur de ce livre il y a quelques années. L'auteur s'appelle Claude Arnaud et son livre s'appelle Proust contre Cocteau. Il étudie la relation entre les deux personnages, sachant que Cocteau est plus jeune, il est à peu près d'une génération de moins que Proust, mais ils se sont connus, très bien connus, parce qu'ils fréquentaient les mêmes milieux mondains. Et Claude Arnaud analyse les trajectoires différentes. Donc c'est pas vraiment sur l'œuvre de Marcel Proust, sur la recherche du temps perdu, mais plutôt sur la personnalité de l'auteur. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que il montre comment Cocteau a d'abord été une comète, puisqu'il a eu un succès fulgurant par rapport à Proust, qui a dû un peu travailler au corps les salons du Faubourg Saint-Germain pour pouvoir y entrer. Au contraire, Cocteau a eu une ascension beaucoup plus rapide. Et ensuite, même au niveau du succès littéraire, Cocteau a eu un succès qui s'est affirmé assez vite, étant perçu comme un jeune homme brillant, là où Proust, c'était beaucoup plus... La sortie de son œuvre a été très mal accueillie par les salons mondains, mais en revanche, Claude Arnaud finit par nous décrire le lièvre et la tortue, c'est-à-dire que au fur et à mesure, après la mort de Proust, Cocteau a vu grossir l'influence de l'œuvre de Proust, et c'est devenu un immense iceberg incontournable de la littérature française, là où Cocteau, lui, avec une œuvre beaucoup plus éparpillée, beaucoup moins imposante, a connu pas du tout la même trajectoire. Donc c'est assez, c'est un beau livre que je conseille à tout. Ça doit être vraiment infernal pour Cocteau. T'imagines, le mec, il est dead depuis genre 30 ans et il te bat toujours, quoi. C'est vrai qu'on lit plus beaucoup Cocteau aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et encore, ce que Claude Arnaud décrit, c'est que dans les années 70-80, c'était vraiment la traversée du désert pour Cocteau. Ouais. Cocteau, là, bon, il est un peu revenu. Enfin, ouais. En intro, moi, j'avais beaucoup aimé. Vous aviez lu Les Croquis de mémoire aussi, non? Ah oui. Et il y a une scène très très drôle où Janco raconte les souvenirs qu'a Antoine Gallimard de Proust. Et il dit Proust, c'était quoi? C'était un chien qui passait sa vie à essayer qui tournait autour de lui, qui essayait de rattraper sa queue, et qu'en fait la manière dont il parlait, c'était vraiment comme un chien comme ça. Et il raconte surtout que quand il était à des cafés et qu'il discutait avec les gens avaient tellement honte qu'ils finissaient par partir. Je crois que c'est dans ce livre aussi, parce qu'il racontait n'importe quoi. Et donc ça montre un petit peu le personnage. Et après, de manière plus sérieuse, j'avais beaucoup aimé Proust et les signes de Deleuze. Et c'est dedans où il raconte, c'est assez intéressant. Bon, c'est assez schématique, mais il raconte chez Proust, il y a 4 types de temps. Il y a le temps perdu, le temps qu'on perd, le temps qu'on retrouve et le temps retrouvé. Il dit le temps perdu, c'est quoi? C'est les mondanités, parce que ça signifie rien. Le temps qu'on perd, c'est l'amour. C'est l'amour parce que c'est un temps, on prend du temps avec l'être aimé, et en même temps, c'est quelque chose qui est pas fertile, mais qui est porteur de sens et de signes. Il y a le temps qu'on retrouve. Donc là, c'est les premières réminiscences, par exemple, assez classiquement avec la Madeleine. Et après, le temps retrouvé qui est là avec l'art et qui permet de solidifier et de retrouver ce qu'on a éprouvé par ailleurs. Et donc, je trouvais que c'était vraiment un livre très intéressant. Et à la fin, il le compare à une grosse araignée. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Très chouette, très chouette, très rigolo. Mais il y a un peu un côté... Gilles Deleuze, c'est un auteur qui est très puissant et et il y a un peu un côté impérialiste de la pensée de Gilles Deleuze sur Proust, qui fait que une fois qu'on a lu Proust et les signes, on est un peu tenté de lire Proust uniquement via sur le prisme de Gilles Deleuze. Ouais, tout à fait. Et en même temps, c'est ce qu'on disait avant, c'était quand le centenaire Proust? C'était il y a 4-5 ans? Je sais plus. Vous savez, sur France Culture, il y avait une émission sur Proust par jour. S'il est mort en 1922, ça devait être. C'était ça, il y a 3 ans. Donc, ouais. Et on en était arrivé à des trucs genre la mode chez Proust, l'économie selon Proust, qui devait sans doute être porteur de discussion. Mais ce qui est quand même bien dans Proust et les signes, c'est que dans toute cette œuvre, je trouve que c'est quelque chose dont on se souvient bien, alors qu'il y a énormément de livres qui paraissent tout le temps, qu'on lit et on se souvient de rien à la fin. Parce que Martin, toi, t'as une sacrée collection de livres sur Proust. J'en ai énormément. En fait, ça a été très difficile après avoir terminé à la recherche du temps perdu. J'étais en début de Cagne et je voulais pas lire autre chose. Ah ouais. C'est très emmerdant quand c'est une année de concours. Donc je me suis mis à lire tout ce qui était critique de Proust.
Donc j'ai lu énormément de choses critiques. Je retiens un bouquin super bien qui nous avait été conseillé par notre prof de philo en Cagne. Ça s'appelait Proust, philosophie du roman de Vincent Descombes, et c'était justement une bonne alternative à Deleuze dans le sens où, alors déjà ça restait extrêmement proche du texte et ça se voulait pas et alors vous allez dire impérialiste, hégémonique, c'était ça donnait une interprétation sans pour autant essayer d'imposer des grilles de lecture qui englobent toute l'œuvre. Donc ça, c'était hyper intéressant. Je me souviens d'une analyse, notamment, Vincent Descombes parle du suis-je invité proustien. C'est le moment où Proust fait des pages et des pages sur est-ce que je suis vraiment invité à une soirée mondaine. C'est la première invitation qu'il a. Je sais plus par qui c'est exactement. C'est la princesse de Guermantes. C'est la princesse de Guermantes, du coup. Et où je pense qu'on se tape au moins une dizaine de pages sur est-ce que je suis vraiment invité et qu'est-ce qui se passe si je ne le suis pas vraiment et que je me pointe quand même. Qu'est-ce qui se passe si je ne me pointe pas alors que je suis vraiment invité. Enfin, cette histoire d'entre-deux où il ne sait pas, enfin, le narrateur sait vraiment pas où il habite. Mais en vrai, je te coupe, mais moi, je le ressens à chaque soirée. Ces 10 pages-là, je les ai dans ma tête. Ah bon? Ah, mais Pour moi, c'est quand même la manifestation de la névrose, oui, ces 10 pages. Écoute, chacun a ses névroses. Il y a des gens qui sont très jaloux. C'est pas mon cas. Par contre, la névrose de ah mon Dieu, est-ce qu'il faut vraiment que je me pointe à cet endroit ou pas C'est pour ça que t'es toujours très à l'heure alors. Oui, le problème c'est un peu ça, c'est que je me pointe trop tôt et donc les gens me détestent parce que je suis un peu genre coucou. Non mais une idée de futur ouvrage critique, ce serait une liste de toutes les névroses d'À la recherche du temps perdu et qui permettrait aux gens de cocher leurs névroses. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petit livre que tu pourrais conseiller? Oui, il y en a un autre qui est un peu mon livre de chevet que je recommande à tout le monde, même toutes les personnes qui ne veulent pas lire Proust, qui s'appelle Proust pour rire de Laure Hillerin, qui en fait alors le sous-titre dit Bréviaire jubilatoire de À la recherche du temps perdu. C'est en fait un recueil d'extraits de choses extrêmement drôles, de passages extrêmement drôles de La recherche du temps perdu. Juste, c'est un truc sur ces histoires de névrose, c'est que moi, pour la préparation de cet épisode, je suis devenue totalement névrosée, c'est-à-dire que je voyais Proust partout. Ah mais il est partout. Mais c'est terrible, vraiment. Non, mais tu le retrouves un peu partout, et même quand Enfin, en plus, il a écrit pas mal. Enfin, comme c'est non seulement un roman, mais c'est aussi pas mal de la théorie littéraire, et ben ça a un impact sur toute forme de lecture. Enfin, il a quand même écrit, donc ça s'appelle pas Sur la lecture quand il l'a écrit, mais c'est-à-dire que c'est une préface à Ruskin qui maintenant s'appelle Sur la lecture. Et c'est frappant comment, je m'y réfère encore souvent, ou même contre Sainte-Beuve. Tout ce qu'ils disent sur il faut arrêter de creuser dans la vie des auteurs pour essayer de comprendre leur œuvre, il faut se focaliser plutôt sur l'œuvre sans passer 3000 ans à essayer de trouver des équivalences entre l'œuvre et l'homme. C'est quelque chose qui est très fondateur sur comment je lis, en tout cas à titre personnel. Et parfois quand je fais quelque chose contre Proust, c'est-à-dire quand je commence à m'intéresser à la vie d'un auteur pour essayer de comprendre l'œuvre que je lis, je me sens mal à l'aise, genre oh non, Proust ne serait pas d'accord avec moi. Et le truc monstrueux, c'est la page Wikipédia de Proust, où en fait toute la page est liée à ce pote-là de Proust. Bah oui, c'est Saint-Loup. Ah, c'est ce monsieur-là. Oui, Charlus. Et vraiment genre toute la page Wikipédia est là pour faire des équivalences avec l'œuvre. Je crois qu'il avait un petit frère d'ailleurs. Oui. Ça devait être horrible pour cet homme, mais qui est le grand absent. Ouais, qui n'apparaît pas du tout. Ouais, ça doit être dur quand même. Hein. Non, je crois qu'il s'est pas mal occupé des textes et de la publication des textes après la mort. Je crois que c'était sans rancune. À la mort de Proust, il a demandé à un dessinateur de venir dessiner Proust sur son lit de mort. Je crois qu'il y a une histoire quand même que... Enfin, retenir ce moment. Ouais, c'est ça. C'est le musée d'art et d'histoire juif, donc le MAJ, qui a fait il y a quelques années Proust du côté de sa mère. L'exposition était sur l'apport du judaïsme dans l'œuvre de Proust, et donc j'ai le catalogue d'exposition. J'ai le catalogue d'exposition de cette exposition, sans même être allée à l'exposition, ce qui est un peu absurde. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir justement les équivalences. En fait, parce que je pense, ce qui est intéressant à propos de Proust, c'est que le narrateur de la recherche n'est ni homosexuel, ni de famille juive, alors que Proust, lui, pour le coup, était homosexuel. Et son judaïsme est encore plus complexe, c'est que dans une lettre qu'il écrit à Montesquieu, il dit « Ma mère est juive, elle ne s'est jamais convertie, mais mon père, mon frère et moi, nous sommes catholiques. » Et donc, ce qui est assez plaisant, je trouve, chez Proust, c'est l'aspect un peu marginal, ou même
dans la marge, il est pas dans la marge. Enfin, il est dans la marge de la marge. Et donc, l'aspect où il sera toujours dans une sorte d'entre-deux un peu perturbant. Et c'est pour ça que la recherche, et je trouve assez belle, c'est qu'il y a un côté où il sera jamais dans un cercle, dans un autre. Il sera toujours un peu à l'extérieur des cercles qu'il décrit. Et ça, c'est assez passionnant, je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres livres dont on souhaite parler autour de cette table? Oui, le livre qui a été fait sur Céleste Albaret, qui était donc On nous l'a offert, non? Ouais, c'était une BD. Une BD? Je sais pas si c'est... alors c'est pas une BD, c'est une c'est quelque chose qui ressemble à une biographie de Céleste Albaret, qui était la gouvernante de Proust. Ça s'appelle quelque chose comme Monsieur Proust ou... Ça, ouais, c'est ça. Mais qui a été peut-être adapté en BD, en tout cas qui est avant tout une biographie donc de cette personne qui a accompagné Proust dans une grande partie de sa vie et qui a joué un rôle notamment tout à fait prépondérant dans le traitement de ses manuscrits, de ses textes, puisque notamment dans la restauration de ce qu'ils appelaient les paperoles, donc des petits morceaux de papier pliés que Proust ajoutait sur ses manuscrits quand il y avait plus de place sur le manuscrit, à force de surajouter tout le temps des commentaires, des annotations, il finissait par ajouter de petits bouts de papier qui étaient faits notamment par Céleste. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle fait un caméo dans La Recherche du temps perdu. Et c'est qu'il y a un personnage à un moment qui s'appelle vraiment Céleste Albaret. C'est à la fin des Jeunes filles en fleurs, je crois. Et en fait, c'est la vraie personne de Céleste Albaret. On pourrait croire qu'elle l'a influencé pour le personnage de Françoise, qui est la domestique à La Recherche du temps perdu. Mais finalement, elle était quand même assez différente, ne serait-ce que parce que beaucoup plus jeune et beaucoup plus... François, c'est un personnage qui est assez drôle, mais au bout d'un moment, un peu caricatural. Ça boucle un peu sur les cuirs, les fautes de langage de Françoise. Il y a des moments où c'est drôle, il y a des moments où, enfin, on a compris. C'est un peu pénible, ouais. Ouais, c'est un peu pénible. Et semble-t-il que Céleste Albaret était une personnalité qui était beaucoup plus vive, beaucoup plus dans la vie du narrateur par rapport à François. Et ça, donc, c'est peut-être une question qu'on pourrait avoir. Est-ce que vous trouvez que tout est un peu trop gros chez Proust? Est-ce que c'est quand même délicat, c'est fin, ou parce que tu parlais beaucoup de finesse tout à l'heure, Martin, mais est-ce que à chaque fois, je sais pas, Charlus, il est quand même très gros, Françoise, elle va être très grosse, Ouais. le duc de Guermantes, pareil, il est quand même très caricatural. Mais c'est que l'écriture ne l'est pas. C'est ça qui est assez frappant, c'est que en fait, moi, ce que je vois avec Proust qui est assez frappant, c'est que les gens qui n'aiment pas Proust, souvent, le mettent en comparaison avec Céline. Parce que bon, c'est la même période, c'est les mêmes, voilà. Et les gens sont là, ah oui, Céline, ça c'est du vrai, on est dans le dur, on est dans la réalité et tout. Alors que Proust, c'est éthéré, c'est bourgeois, et je crois que Céline a eu des mots très durs vis-à-vis de Proust. Type 3000 pages pour savoir que Totor en Poutata, ça fait... Non mais tu vois, et en fait c'est marrant parce que c'est resté comme ah mais c'est ça Proust, mais en fait je trouve que la grosseur dont tu parles, elle est pas évidente. Enfin je trouve que c'est pas quelque chose que tu vois de prime abord, c'est juste après avec un peu de recul que tu te rends compte que c'est un peu caricatural quoi. Ouais. Mais après je sais pas, ce serait quoi pour vous le personnage le plus je sais pas comment dire, mais disons le plus vrai de la recherche, ou qui pourrait être le plus humain, le plus réel qu'on pourrait croiser dans la vie? Il y a aussi Swann, je trouve. Puis c'est quand même un personnage assez positif. Swann, il y a un côté un peu, je sais pas. C'est un peu le personnage aussi qui se remplit d'illusions. Il y a un moment assez marrant où je sais plus exactement ce que c'est. Donc c'est avec Odette, je pense au début, où Odette lui demande tout le temps de l'argent. Et puis à un moment il se dit il sait plus exactement quoi penser. Il se dit mais en fait si elle me demande tout le temps de l'argent, c'est peut-être parce que c'est une courtisane, etc. Et puis il pense à autre chose. Et puis finalement, il finit par lui écrire un chèque 2 fois plus gros, et à la fin du chèque qu'il lui écrit, il se dit comme ça, elle sera vraiment contente, et on sera heureux tous les deux, et puis on continue à être amoureux. Donc c'est aussi un personnage. C'est un énorme pigeon. Oui, enfin, il y a un côté un peu triste, quoi, un peu pathétique. Ouais. Et puis c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'art, mais qui finalement n'arrivera jamais à créer. Ouais. Et ça, c'est quand même la grande différence avec le narrateur. Ouais. Il y a un personnage que j'aime bien, mais qui est un personnage extrêmement secondaire. C'est le duc de Guermantes. Bazin de son prénom, parce qu'il a un côté gros bourrin. C'est quand même un noble qui fait partie de la famille Guermantes, qui est le nec plus ultra pour le narrateur. Et à côté de ça, notamment dans la scène du soulier rouge, il fait preuve d'une inhumanité vis-à-vis de Swann, qui est son ami, enfin un ami de la famille. Peut-être qu'on peut raconter la scène. Ah ouais,
mais je peux même la citer, je pense. Ce qui se passe, c'est que Swann va voir les Guermantes pour leur annoncer qu'il est gravement malade et qu'il va mourir. Et en fait, le duc et la duchesse de Guermantes se rendent à un bal costumé. Et en fait, le Bazin ne veut pas entendre ce que lui dit Swann parce qu'il a tellement hâte de se pointer à la soirée qu'il veut. Non, c'est la duchesse qui veut se pointer à la soirée. Ah, les deux. Ouais. Sachant que la mort est doublement présente dans ce passage, il me semble, parce qu'il y a un membre de la famille Guermantes qui est aussi à l'article de la mort, et le duc de Guermantes ne veut absolument pas être. Et Bazin dit, oh, on exagère. Oui. Et donc bref, ils ont pas le temps, et en fait, il trouve que sa femme a pas les bonnes chaussures, et donc il lui dit, remonte, change tes chaussures, et on est Ils reparti. prennent le temps de changer les chaussures, mais ils prennent pas le temps de prendre des nouvelles d'un ami. C'est ça. Madame de Guermantes s'avança décidément vers la voiture et redit un dernier adieu à Swann. Vous savez, nous reparlerons de cela. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites, mais il faut en parler ensemble. On vous aura bêtement effrayé. Venez déjeuner le jour que vous voudrez. Pour Madame de Guermantes, tout se résolvait toujours en déjeuner. Vous me direz votre jour et votre heure. Et relevant sa jupe rouge, elle posa son pied sur le marchepied. Elle allait entrer en voiture quand, voyant ce pied, le duc s'écria d'une voix terrible « Oriane, qu'est-ce que vous alliez faire, malheureuse ? Vous avez gardé vos souliers noirs avec une toilette rouge. Remontez vite, mettre vos souliers rouges, ou bien, dit-il au valet de pied, dites tout de suite à la femme de chambre de Madame la Duchesse de descendre des souliers rouges. » « Mais mon ami, répondit doucement la Duchesse, gênée de voir que Swann, qui sortait avec moi, mais avait voulu laisser passer la voiture devant nous, avait entendu. Puisque nous sommes en retard. Mais non, nous avons tout le temps. Il n'est que moins 10, nous ne mettrons pas 10 minutes pour aller au parc Monceau. Et puis enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Il serait 8h30, ils patienteront. Vous ne pouvez pourtant pas aller avec une robe rouge et des souliers noirs. Sur le duc de Guermantes, par rapport à toute cette galaxie des personnages de la recherche du temps perdu qui sont assez tourmentés, qui sont assez contournés dans leur relation aux autres, le côté... Ouais, lui, il y va, quoi. Il est bien dans ses pompes, il y va. Et là-dessus, Laurent Lafitte, honnêtement, la comédie française qu'il incarnait était parfait pour ça, comme on peut l'imaginer. Et peut-être que ça peut faire penser à un autre thème. On a parlé de l'amour tout à l'heure chez Proust. Est-ce qu'il y a une amitié chez Proust ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont amis ? Et Proust ne croit pas en l'amour, en l'amitié. Il a des mots très durs. Pour lui, l'amitié, bof, quoi. Est-ce qu'on arrive comme ça à voir quand même des personnages qui seraient amis dans la recherche, ou il y en a aucun ? Alors, il y a Saint-Loup, qui est l'ami du narrateur, notamment dans le second tome, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, et également par la suite. Mais finalement, cette amitié est ternie à la fin de l'œuvre, parce que il apprend que Saint-Loup est homosexuel et qu'il l'a été depuis le début. Enfin, c'est un peu une enquête comme il le fait pour Albertine, et il se rend compte que, alors que c'était son bon copain pendant les premiers tomes, alors que franchement, en lisant les premiers tomes... C'est toujours de la description quand Saint-Loup arrive dans ses vêtements. Ouais, c'est ça. Et puis même quand il vient le voir dans sa caserne, dans une ambiance très très virile, et qui lui dit « Mais mon petit chou, viens te reposer dans mon lit, tu seras tellement mieux auprès du feu que en train de voir les exercices des militaires. » Bon, on se dit qu'il y avait peut-être des Anguille sous roche, un peu précurseurs, et à la fin de Albertine disparue, le narrateur se dit quoi, c'est trahi. Enfin, c'est un peu, enfin, quand je parlais de ces non-dits, c'est bizarre cette histoire de, en fait, cet ami-là était homosexuel et c'est une trahison énorme, mais en fait, il veut nous dire autre chose. Et sur l'amitié, il est très affirmatif en disant je ne crois pas en l'amitié c'est stérile, des discussions entre amis, il ne peut pas naître quoi que ce soit qui ait de la valeur. Et c'est tellement affirmatif et c'est tellement explicite qu'on se dit mais c'est bizarre, il y a quelque chose qui nous cache. Je pense que dans la vie de Marcel Proust, il a dû se brouiller avec absolument tout le monde. En fait, la réputation qu'il avait, c'était il se liait avec les gens pour en apprendre beaucoup sur leur vie et pour l'utiliser dans son œuvre. Et donc, il posait énormément de questions, il devenait le meilleur ami du monde pendant un certain temps. Et puis, une fois qu'il en savait suffisamment, eh bien, il rejetait un peu les gens comme des vieilles chaussettes. Ce qui fait je crois que c'est le livre Proust contre Cocteau qui décrit ça. Il avait un peu une relation de vampire aux gens de son entourage. Sur un dernier personnage qui moi me touche beaucoup dans la recherche du temps perdu. Enfin, ça va un peu avec le thème de la famille. C'est le personnage de la grand-mère. Ouais, la grand-mère. Et notamment, il y a des pages autour de la grand-mère qui est à la fois
un personnage très droit qui a des idées très fermes sur la morale, sur la société, la bonne société, la mauvaise société, sur les livres, les bons livres, Madame de Sévigné, Saint-Simon, et les mauvais livres, et qui à la fois est un personnage vraiment touchant, vraiment humain, et qui s'occupe du narrateur lorsque lui fait des crises qui parfois sont un peu infantile, et parfois on se dit qu'elle a bien du courage, cette grand-mère, pour s'occuper de ce petit Marcel. Et il y a des pages sur la mort de la grand-mère, et ensuite le deuil, qui sont bouleversantes. Il en parle d'une manière qui est assez moqueuse aussi, quand même. Oui. Oui, quand il l'a décrit en train de courir dans son jardin sous la pluie, Oui, c'est vraiment drôle. Ouais. Parce qu'elle, pour expliciter un peu, elle a le grand principe de devoir faire une promenade digestive après le repas, quel que soit le temps qu'il fait. Et du coup, quand il fait un temps horrible, dégueulasse, et des trompes de pluie, et ben il la voit en train de faire des tours de jardin. Ce dont je voulais parler, c'est Proust, au-delà de la littérature critique ou de recherche, c'est aussi toute une exploitation, une Proustploitation, comme j'aime le dire. Hein. Quelques photos de Proust sont devenues iconiques, comme celle avec la guitare, enfin pas la guitare, mais la raquette de tennis. La raquette de tennis qui tient en guitare, ou alors son portrait, comme celui-ci là que je montre, il a l'air tout triste là avec ses petits yeux tout tombants là. Et donc c'est frappant comment il fait partie de ces auteurs. Je dirais, je mettrais Rimbaud aussi, Virginia Woolf. Il y a quelques auteurs comme ça qui sont assez iconiques au sens propre du terme. Ils sont devenus iconisés, quoi. Et je me demandais si vous aviez, vous, des goodies à son effigie, des petites... Rien du tout. Je plaide coupable, un porte-clés et un serre-livre. Nous, on a... On n'a pas de goodies, je crois pas. Je crois pas non plus. Mais j'ai l'idée de lancer une ligne de figurines Funko Pop sur les personnages de la recherche du temps perdu. Je suis sûre que... On en profite des moyens pour faire un appel aux investissements. Voilà. C'était l'objet réel de ce podcast. Le problème, c'est que le diagramme de Venn entre les fans de la recherche et les fans de Funko Pop, je crois qu'il doit y avoir 3 personnes. Il y a Martin. Allez, ça se fait. Il connaissait pas le concept de Funko Pop avant qu'on arrive ici. Donc, Moi, je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais... Je les mettrai dans mon tote bag à l'effigie de Proust. Voilà. Ça sera parfait. Mais sachez-le, l'année dernière, pour Noël, il y a la marque de luxe Yves Saint Laurent qui a fait une série de pubs sur le thème de la recherche, où on entend une voix lire en anglais des extraits de la recherche avec des petits clips qui mettent en scène des acteurs comme Charlotte Gainsbourg ou John Waters, et des mannequins évidemment, dans ces scènes. C'est des scènes qui sont, à mon avis, beaucoup plus inspirées par le cinéma de David Lynch, qui est mort récemment, que vraiment de Proust. D'ailleurs, alors rigolo, mais ça ne fait rire que moi, l'une des citations qui est utilisée, c'est une citation certes de la recherche, mais en fait c'est une citation de La Bruyère, les caractères de La Bruyère, cités dans la recherche. Donc en fait c'est pas tant que ça Proust. Bref, c'est pas très important comme problème, mais on sent comment Proust est un peu utilisé pour vendre d'autres trucs. Tu trouves vraiment joli par rapport à Rimbaud, tu vois, on voit son portrait partout et sur tous les coussins de Airbnb en France. T'es déjà venu à Charleville-Mézières? Tout est au nom de Rimbaud. Ouais, tu vois, tu vois, à Cabourg, t'as un peu ça sur Proust. Et en général, plus c'est corrélé à la recherche, plus la crêpe est mauvaise. Mais ça, c'est autre chose. Mais tu vois, à part à Cabourg, je trouve qu'en fait les madeleines. Ouais, mais je sais pas, vous avez l'impression que sur toutes les boîtes à la madeleine, il y a la gueule de Marcel Proust? Non, mais il y a des marques de Il y madeleine. a des marques de madeleine, cite-moi une. Nous, c'est du côté de Toulouse, où on a un restaurant pas loin de chez les parents de Léa qui s'appelle la Madeleine de Proust. Ouais. Ah ouais. Semble-t-il, et un beau. Eh bien, ouais. Il sert des madeleines ou même pas? Je sais même pas. Vous êtes pas allé? Non, mais il y a une vraie exploit. Mais tu vois, genre Flaubert connaît pas ça, tu vois. Genre, t'as pas... À part la récente transformation de Pete Doherty qui ressemble de plus en plus à Flaubert. Je pense que Proust a une sorte d'aura qui est liée au fait que son œuvre c'est lui et lui c'est son œuvre. Il y a un côté un peu Ouais, et bizarrement, les porte-clés Céline, c'est un peu moins grand public. Ouais, tout à fait. Non, mais pour d'autres raisons, si je peux me permettre. Et en fait, l'une des raisons pour laquelle Yves Saint Laurent a repris cette idée de Marcel Proust, c'est que Yves Saint Laurent, lui, était un grand lecteur de Proust. Yves Saint Laurent, d'après un article que j'ai trouvé dans Philosophie Magazine, par Marie Déniol, il est écrit un tempérament nerveux. Yves Saint Laurent s'identifie à Marcel Proust. Proust est celui dont la vie se rapproche
un peu de la mienne. Dandy, esthète et homosexuel mêlant à son univers androgyne une féminité idéalisée, Saint-Laurent se réclamait tant de l'œuvre que de l'homme. Il se reconnaît dans l'écrivain par cet art de tout à la fois parler des femmes, de décrire les robes et de peindre des caractères. À 18 ans, il découvre À la recherche du temps perdu, une œuvre extraordinaire qu'il ne terminera jamais par crainte d'être brisé par la séparation. Saint-Laurent confesse, Marcel Proust m'avait appris que la magnifique et lamentable famille des nerveux est le sel de la terre. J'ai, sans le savoir, fait partie de cette famille. Ça vaudrait presque le coup de continuer la citation. Donc cette famille magnifique et lamentable qui est le sel de la terre, tout ce que nous connaissons de grand nous vient des nerveux. Ce sont eux, et non pas d'autres, qui ont fondé les religions et composé les chefs-d'œuvre. Jamais le monde ne saura tout ce qu'il leur doit, et surtout ce qu'eux ont souffert pour le lui donner. Et donc finalement, si vous avez un pote qui a enfermé sa meuf pendant des années parce qu'il est extrêmement jaloux, il faudrait les célébrer, car grâce à eux, on est face à des créateurs de religion, quoi. Ravi d'être dans la team Placide. Oui, et donc le narrateur de la recherche, incel, pervers narcissique ou juste gros loser? C'est pas tant que ça un loser, puisque il réussit quand même pas mal de choses qu'il entreprend. Son ascension sociale, alors c'est assez étrange, c'est-à-dire qu'il réussit son ascension sociale, mais en lisant À la recherche du temps perdu, on comprend pas pourquoi, parce que les dialogues qu'il rapporte, c'est jamais lui-même le narrateur qui parle, c'est toujours les personnages autour de lui. Il ne s'autocite pas en train de faire des traits d'esprit qui font rire la table entière, et donc il est invité partout, mais il dit rien. On a l'impression que c'est un personnage muet qui se balade dans les salons et donc on comprend pas très bien pourquoi tout le monde se l'arrache. Donc il réussit son ascension sociale, enfin en tout cas tel que c'est décrit dans La recherche du temps perdu. Et ensuite, mine de rien, sa carrière d'écrivain, et comme on le disait au début, la recherche du temps perdu, c'est la naissance d'une vocation. C'est pas une vocation ratée. Il peut y avoir aussi d'autres livres qui sont sur des vocations ratées. C'est pas du tout le cas de la recherche du temps perdu. Mais après, bon, quand on s'intéresse plus à sa relation avec Albertine, tu te dis que c'est pas un énorme winner, quoi. Martin. Mais ce qui fait que quand mon père me dit « Ah, il faut que tu lises ça, ça t'apprendra 2-3 choses sur l'amour », on va le convoquer, ton père. Non, mais peut-être que mon père a fait ça en mode contraceptif, tu vois. Genre, les hommes, méfie-toi, tu vois. Je pense qu'il faut encore plus que tu le convoques, alors. Ouais. Mais donc bref, mais je trouve que c'est pas un incel non plus, parce que il y a un côté où il en veut pas au genre féminin dans son ensemble. Il a pas un discours genre... C'est quoi un incel exactement? Involuntary celibate. C'est les mecs qui ragent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une meuf, et donc ils considèrent que la raison pour laquelle ils sont célibataires, c'est qu'il y a une sorte de que les femmes se sont liguées contre eux, quoi. Un peu extension du domaine de la lutte, quoi. Okay. Voilà, exactement. D'ailleurs, est-ce que Albertine est jolie? Alors là-dessus, il lui met un peu des tarifs dans Albertine disparue, où à mesure qu'il collecte ses souvenirs sur elle est jamais très précisément décrite physiquement. Par exemple, c'est beaucoup moins clair que Odette, qui elle est comparée à des tableaux, et donc on peut voir Albertine, on sait qu'elle est brune, et il fait pas mal de remarques pas très sympathiques sur son poids. Dans Albertine disparue, il dit mais elle avait grossi. Ah oui, si, elle a grossi, ouais, c'était empâté, ouais. Mais le truc, c'est que tu vois un peu l'histoire, c'est que Albertine, quand il la rencontre, c'est en Normandie et tout, c'est quelqu'un qui est extrêmement sportif. Tout d'un coup, il l'enferme, elle peut rien faire de ses journées. Bah oui, elle grossit. Non, mais surtout, c'est l'histoire d'un embourgeoisement. Oui, on en est tous là, hein, ouais. Et de toute façon, comme pour citer Proust, laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination. C'est exactement ce qui se passe avec Odette, qui au départ, avant d'être comparée à des tableaux, elle est considérée un peu avec dégoût par Swann. Oui, et à la fin, il dit « Ah, mais c'était même pas mon genre ». Mais si, en fait, dans la culture populaire avec Proust, il y a le questionnaire de Proust qui est souvent le premier jour gênant en vie d'entreprise. Et pour ça, on peut lui en vouloir. Vous avez déjà eu ça, vous, ou pas? Tu te retrouves avec une liste de 25 questions envoyées par une RH, et tu te retrouves à lire les réponses à toute la boîte le premier jour de son arrivée. Et ça, pour le coup, quand t'es un peu nerveux, c'est dur. Hein. Ils sont cultivés dans tes boîtes? Ah, j'avoue. Non, mais c'est horrible. En plus, les questions, c'est genre votre vertu préférée. Oui, exactement. Ouais. Le fait militaire que j'estime le plus. Il avait répondu mon volontariat. Il avait devancé l'appel pour justement bénéficier d'un service militaire plus court. Non, mais le problème, c'est que si on fait un petit truc où je vous pose à chaque fois toutes les questions, ça risque de prendre un temps de dingue.
Et puis on n'est pas venu pour faire un séminaire d'entreprise. Ouais, tout à fait, Exactement, tout à fait. Ouais, c'est un peu notre team building à nous. En plus, c'est pas réellement le questionnaire de Proust, c'est un questionnaire à l'origine anglais, je crois. Ouais, tout à fait, mais il avait répondu, et qu'il avait Ça, répondu. on sent, c'est le mec mondain qui veut un peu divertir pendant les dîners, quoi. Alors, c'est quoi votre devise favorite, Madame de Guermantes? Enfin, finalement, les trucs d'entreprise à l'origine, c'était un peu les dîners mondains, quoi. Tout à fait, ouais, c'est là où, ouais, tout à fait. En tout cas, c'est vraiment l'interprétation dans Proust et les signes. Sans le côté, ouais, c'est très codifié, tu peux pas trop. Ouais. Et ouais. Non, parce qu'en fait, l'histoire de cet épisode, c'est que d'un côté, il y a Martin qui fait un énorme lobbying sur Proust. De l'autre côté, il y a Louis qui, à chaque fin d'épisode, dit c'est théorique. J'en ai ras le cul. Ouais, en fait, c'est parce qu'on est à des moments de nos vies où parfois on n'a pas beaucoup de temps de lire. Et là, je me suis rendu compte que, bon, je n'ai pas fait énormément récemment, mais il y a un moment, on en avait enchaîné 2 avec Léa. Et je sais, mais en fait, c'est 50% de ma lecture en ce moment. Et les autres 50%, c'est des rapports de l'ADEME sur la rénovation énergétique. Donc, vous croyez que c'est heureux à la fin. On a envie un peu de se détendre. Voilà, donc moi, c'est plus un cadeau que je vous fais. Et donc, oui, évidemment. Et même, et un truc qui est, je trouve, ultra, enfin, moi, ça m'a fait trop plaisir, c'est que les gens, quand j'ai posé un peu à la fin de l'année, bon, vous voulez quoi pour le podcast? C'est quoi un peu vos envies pour Torchon? Il y a énormément de gens qui m'ont demandé, ah ouais, on fait des épisodes un peu genre serviette, où vous parlez de livres qui vous plaisent. Ce qui est étonnant, parce que moi, je pensais que les gens aimaient nous entendre souffrir, mais en fait, non, pas seulement, tu vois. Enfin, vous, de manière générale, qu'est-ce que vous aimez dans les romans? Pardon, ouais, c'est un peu générique comme question, mais enfin, pourquoi on aime qu'est-ce qu'on aime spécifiquement dans le roman par rapport au film, par rapport au théâtre? Ce que j'ai trouvé dans Albertine disparue, pourquoi est-ce que j'ai trouvé qu'Albertine disparue était plus faible que les autres tomes de La Recherche du temps perdu, c'est qu'il y avait très peu de situations. C'est-à-dire que les 2/3 du livre, eh ben ça ressasse, c'est une réflexion, c'est une obsession, mais il y a pas de personnage et il y a pas de et ce qui est chouette dans La Recherche du temps perdu, c'est qu'il y a des personnages qui prennent cher, il y a des situations qui sont parfois drôles. C'est marrant parce que tu vas vraiment dans le parcours exactement inverse que celui où je pensais t'amener. Parce que je me disais justement ce qu'on aime bien dans les romans, c'est les voix, c'est le déploiement d'une vie intérieure, des choses comme ça. Et ce qu'on n'a pas du tout au théâtre, ce qu'on n'a pas au cinéma, ce qu'on peut avoir dans la poésie. Et là, pour le coup, c'est la quintessence de ça. À l'inverse, moi, je pense que je rejoins Marc. Mais bien sûr, t'es toujours du côté de ton mari, toi. Non, mais je suis plutôt du côté de Henry James, qui est un de mes auteurs préférés, qui parle de la tapisserie et du fait que ce qui est vraiment sympa avec le roman, c'est l'idée que tu vas prendre plusieurs points de vue différents et donc une histoire n'aura jamais de réalité, enfin de vérité pure, mais tu prendras le point de vue, disons, du père, de la fille et de l'amant et tout ça. Je trouve que moi j'aime bien le côté décryptage, le côté où on comprendra jamais la vérité et on est face à une sorte subjectivité pure. Un kaléidoscope ou je sais plus quoi. Ouais, ou la cathédrale de Proust, quoi. Mais moi c'est ça que j'aime bien les grandes fresques où il y a beaucoup de personnages et chaque personnage en fait donne un point de vue très différent. Ouais. Et donc c'est pour ça, ouais, c'est là où je te rejoins, qui est que moi mon tome préféré de La Recherche, c'est Guermantes, parce qu'il y a ce côté un peu où il y a une ribambelle de personnages très différents et on passe son temps à se rendre compte que rien n'est jamais ce qu'on croit, quoi. Et vous, Marc et Martin, votre tome préféré? Albertine disparue est quand même très bien, je trouve. C'est vraiment au contraire l'exploration de la vie intérieure du narrateur à ce moment précis, et tous les tourments de l'amour jaloux, l'amour déçu, l'amour perdu. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant. Et toi, Marc? Moi, je pense que c'est le premier, le côté de chez Swann. Ah ouais, donc sur l'enfance. T'as vu, enfin, ton expérience de la lecture de La Recherche du temps perdu, c'est finalement une grande déception. Enfin, tu commences vachement haut et paf, paf, paf. Et après, c'est le tunnel. Voilà. Putain, c'est dingue de le relire. Et en le relisant, enfin, pour l'instant, j'ai relu que Combray et, enfin, du côté de chez Swann, et c'était vachement mieux que dans mon souvenir. Ah ouais? Ouais, moi dans mon souvenir c'était super pénible. J'ai mis plus d'un mois pour le lire, alors que normalement ça peut se faire en. Finalement, c'est pas la maturité, ça. Ouais. Peut-être. La trouve vieillesse. Que l'expérience de la relecture, ça m'a quand même donné un rapport un peu plus relax, qui fait que tu peux mieux comme tu connais les personnages, ce qui se passe, les personnages, l'intrigue, et ben tu peux mieux te concentrer sur certaines scènes et mieux découvrir des choses que tu avais oubliées de tes premières lectures. Et en plus, moi là dans ma relecture, j'ai pu ne pas tous les lire d'une traite et lire d'autres livres entre 2 tomes, et ça permet aussi de pas être dans une situation de burn-out
on n'a qu'une seule envie, c'est d'en finir, et donc ça peut gâcher un peu la lecture. Mais Et c'est ce que tu dis, et ce que je trouve, ce qui est étonnant, c'est dans les éditions qu'on a de Proust. Enfin, je sais pas, par exemple, dans les gros Dostoïevski, où on a toujours une liste des personnages au début. Et chez Proust, j'ai l'impression que dans les éditions qu'on a, il y a jamais les personnages, on n'a pas d'arbre généalogique ou de choses comme ça. Le bottin proustien. Oui, non, mais à part devenir un gros nerd de Proust, il n'y a pas de solution, je trouve. Ouais. Cela dit, ce que j'aime bien aussi, à partir du 4e, du 5e tome, à partir du côté de Guermantes, de Sodome et Gomorrhe, c'est que ça y est, on commence à être dans le dur. Et donc, c'est des tomes qui sont un peu moins cités systématiquement, parce que mine de rien, le côté de chez Swann, c'est quand même toutes les scènes, et bien, t'as l'impression qu'elles font partie de notre culture populaire et du collectif, au moins des cagneux, on va dire. Alors que après, là, on commence à être un peu dans le dur. Sodome et Gomorre, c'est tellement drôle. Et donc, là, t'as vraiment l'impression de découvrir des scènes où tu t'en souvenais absolument pas du tout. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis arrivé? Et ça, c'est vrai que dans le côté de chez Swann, tu le vis un peu. Ouais, tu viens. Mais vous trouvez pas que ça commence à être vraiment drôle à Sodome et Gomorre quand même? Bah ouais. Ouais, enfin, c'est vraiment le tome qui est le plus drôle, je pense. Si on est dans les passages marrants, vous voulez qu'on fasse un tour de lecture Proust pour rire? Chacun lit un passage et on fera au montage s'il faut. Allez, j'essaye. Allez. Cependant, la princesse de Luxembourg nous avait tendu la main et, de temps en temps, tout en causant avec la marquise, elle se détournait pour poser de doux regards sur ma grand-mère et moi, avec cet embryon de baiser qu'on ajoute au sourire quand celui-ci s'adresse à un bébé avec sa nounou. Même dans son désir de ne pas avoir l'air de siéger dans une sphère supérieure à la nôtre, elle avait sans doute mal calculé la distance, car, par une erreur de réglage, ses regards s'imprégnèrent d'une telle bonté que je vis approcher le moment où elle nous flatterait de la main comme deux bêtes sympathiques qui eussent passé la tête vers elle à travers un grillage au jardin d'acclimatation. Aussitôt, du reste, cette idée d'animaux et de bois de Boulogne prit plus de consistance en moi. C'était l'heure où la digue était parcourue par des marchands ambulants et criards qui vendaient des gâteaux, des bonbons, des petits pains. Ne sachant que faire pour nous témoigner de sa bienveillance, la princesse arrêta le premier qui passa. Il n'avait plus qu'un pain de seigle, du genre de ceux qu'on jette au canard. La princesse le prit et me dit « C'est pour votre grand-mère ». Pourtant, ce fut à moi qu'elle le tendit, en me disant avec un fin sourire « Vous le lui donnerez vous-même » pensant qu'ainsi mon plaisir serait plus complet s'il n'y avait pas d'intermédiaire entre moi et les animaux. D'autres marchands s'approchèrent, elle remplit mes poches de tout ce qu'ils avaient, de paquets tout ficelés, de plaisir, de baba, de sucre d'orge. Elle me dit « Vous en mangerez et vous en ferez manger aussi à votre grand-mère ». Et elle fit payer les marchands par le petit nègre habillé en satin rouge qui la suivait partout et qui faisait l'émerveillement de la plage. Puis elle dit adieu à Madame de Villeparisis et nous tendit la main avec l'intention de nous traiter de la même manière que son amie, en intime, et de se mettre à notre portée. Et cette fois, elle passa sans doute notre niveau un peu moins bas dans l'échelle des êtres, car son égalité avec nous fut signifiée par la princesse à ma grand-mère au moyen de ce tendre et maternel sourire qu'on adresse à un gamin quand on lui dit au revoir comme à une grande personne. Par un merveilleux progrès de l'évolution, ma grand-mère n'était plus un canard ou une antilope, mais déjà ce que Madame Swann eût appelé un baby. Enfin, nous ayant quittés tous les trois, la princesse reprit sa promenade sur la digue ensoleillée et incurvant sa taille magnifique qui, comme un serpent autour d'une baguette, s'enlaçait à l'ombrelle blanche imprimée de bleu que Madame de Luxembourg tenait fermée à la main. C'était ma première Altesse. Allez, on est au Grand Hôtel de Balbec et c'est une scène où le directeur du Grand Hôtel va procéder à un cérémonial bien particulier que nous rapporte le narrateur de la recherche. Ce n'est pas qu'il n'eût su, bien qu'il cachât ses débuts comme plongeur, mettre la main à la pâte comme un autre. Il fallut pourtant une circonstance exceptionnelle pour qu'un jour il découpât lui-même les daims d'Ono. J'étais sorti, mais j'ai su qu'il l'avait fait avec une majesté sacerdotale, entouré, à distance respectueuse du dressoir, d'un cercle de garçons qui cherchaient par là moins à apprendre qu'à se faire bien voir, et avaient un air béat d'admiration. Vu d'ailleurs par le directeur, plongeant d'un geste lent dans le flanc des victimes et n'en détachant pas plus ses yeux pénétrés de sa haute fonction que s'il avait dû y lire quelques augures, ils ne le furent nullement. Le sacrificateur ne s'aperçut même pas de mon absence. Quand il l'apprit, elle le désola. « Comment ? Vous ne m'avez pas vu découper moi-même les daims d'Ono ?» Je lui ai répondu que n'ayant pu voir jusqu'ici Rome, Venise, Sienne, le Prado, le musée de Dresde, les Indes, Sarah dans le Phèdre, je connaissais la résignation et que j'ajouterais son découpage des daims d'Ono à ma liste. La comparaison avec l'art dramatique, Sarah dans Phèdre, fut la seule qu'il parut comprendre, car il savait par moi que, les jours des grandes représentations,
Coquelin aîné avait accepté des rôles de débutant, celui même d'un personnage qui ne dit qu'un mot ou ne dit rien. C'est égal, je suis désolé pour vous. Quand est-ce que je découperai de nouveau ? Il faudrait un événement, il faudrait une guerre. Il fallut en effet un armistice. Depuis ce jour, le calendrier fut changé. On compta ainsi. C'est le lendemain du jour où j'ai découpé moi-même les dindonneaux. C'est juste 8 jours après que le directeur a découpé lui-même les dindonneaux. Ainsi, cette prosectomie donna-t-elle, comme la naissance du Christ ou l'égir, le point de départ d'un calendrier différent des autres, mais qui ne brille par leur extension et n'égala pas leur durée. C'est ce qui est hilarant, ce qui fait grossir les situations et c'est un petit détail qui pourrait être amusant, et ben il cultive la métaphore. Ils mettent deux choses très différentes sur le même plan à chaque fois, oui. Et ça c'est toujours le systématique et c'est vraiment réussi. Ouais, exactement. Peut-être un mot de conclusion ou je conclue. Est-ce que vous aussi vous rendez régulièrement sur la tombe de Proust au Père-Lachaise ? Ouais, on y est allé une fois et c'est très décevant parce que c'est une tombe finalement très banale. Il y a juste écrit Marcel Proust, mais elle ressemble à celle du voisin. Et puis elle est coincée, elle est pas bien placée en plus. Il faut prendre un peu une voie de traverse pour y accéder. Elle est coincée entre d'autres tombes et c'est. Après, et toi, Martin ? Oui, bah, tous les 18 novembre. Mais... Tous les 18 novembre. C'est la mort de Proust. Oui. D'accord. Et son anniversaire, c'est le 10 juillet. Je crois que là, on en est à un point de nerd. C'est mon critère de choix pour beaucoup de choses. Que ce soit un psy, une prof d'anglais, une amoureuse. Qu'elle ait lu Proust ou... Oui. La prof d'anglais avec laquelle je bosse en ce moment a fait sa thèse sur Proust. Et ça fait d'elle une bonne prof d'anglais ? Ouais. C'était mon mot de conclusion. Vous voulez être pote avec Martin ? Ça, Martin va très bien aussi. Lorsqu'on parle de Proust et du côté gros, du côté parfois un peu lourd dans les répétitions, il y a Claude Arnaud qui dit dans Proust contre Cocteau quelque chose sur le côté totalisant de l'œuvre qui fait que même s'il y a certaines faiblesses, eh bien la recherche du temps perdu c'est tellement massif et tellement extraordinaire comme œuvre globale que ça passe tout en termes de moments de faiblesse, on disait de répétition parfois, de tunnels, et il le dit d'une manière qui est assez belle puisqu'il dit: qu'importe si cette nef défie les normes de l'architecture, si le chœur s'accorde mal aux chapelles et si l'orgue surpuissant libère parfois de fausses notes. Qu'importe si Bergson lui-même, dont Proust passa longtemps pour le disciple, put lui reprocher de ne pas avoir su se ressaisir tout unanimement dans le temps et l'espace, et si le lecteur éprouve encore une forme douloureuse de discontinuité à rebours de la fluidité mélodique qui fait le confort des grands romans ordinaires. La cathédrale joue son rôle sanctifiant, avec son ange au sourire détruit, c'est Albertine, ses saints, ses damnés et ses gargouilles, comme l'avait pressenti Cocteau. Et le narrateur y rayonne de pureté perverse dans son cénotaphe de vers sous la protection de l'anonymat. Que dire après cela ? Ouais. C'est très beau. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram @torchon.podcastlittéraire pour nous donner toutes vos idées et toutes vos réactions à cet épisode. Et je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, plus de critiques et de coulisses. Et si vous avez des idées d'épisodes bonus, serviettes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur Spotify ou alors directement sur le compte Instagram. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.